It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. You must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise. Say hello to Chico Gonzalez. He'll be working with you. Al, you've got to be kidding. I haven't got the time to break in any newcomers. Let's do this boy a favor. You better back up, pal. Your move, creep. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de l'œil dans le rétro. Alors cette fois-ci on a décidé de revenir sur les Universal Monsters, donc tous ces films de la Universal sortis, donc il y avait Frankenstein, Dracula, etc. À l'occasion des ressorties des suites de la Universal par Elephant Film. Donc ce qu'on va faire, parce qu'on a trouvé ça plutôt cool d'avoir plusieurs Universal Monsters, on va faire différentes émissions sur chaque monstre un tout petit peu séparé. Alors déjà vous avez pu voir l'émission de Fabien qu'il avait fait en vidéo sur Frankenstein. Et... Bonjour. Ah oui, bah bonjour. Mais justement, j'allais te présenter. Je me demandais quand j'allais te présenter. Et comment ça va, Fabien ? Bah ça va. Bonjour à tous. Ça va et toi, Romain ? Tout va bien ? Oui, ça va, tout va bien. C'est très bien. Je suis très content de parler des Universal. Je pensais pas qu'on allait le faire. Moi un jour. aussi. Et donc là, on a décidé de diviser ça en plusieurs petites émissions de l'œil dans le rétro. Avec donc à chaque fois un monstre consacré à un monstre de la Universal. Et donc on va bon ça. Ouais, c'est très bien. Bon, ça. Donc on va commencer avec le monstre des monstres, le roi des monstres. Enfin pas le roi des monstres, mais plutôt le roi des ténèbres. Le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, exactement. On va commencer avec Dracula. Donc rentrons vite dans le vif du sujet avec le premier Dracula, qui est cultissime évidemment. Donc le premier Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi. Vas-y Fabien, je te laisse expliquer un tout petit peu le contexte. Oui. Alors en fait, donc le Dracula de 1931 avec Bela Lugosi, donc réalisé par Todd Browning, c'est le film qui va, on va dire, inaugurer le cycle des monstres Universal en parlant. Les films parlants, c'est le premier film d'horreur parlant des studios Universal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la base, Universal avait pensé faire un film avec un très très gros budget. Donc avec Lon Chaney, donc la grande star du film fantastique des années 20, et Todd Browning attaché à la réalisation. Sauf que le film ne se fera pas dans ces conditions-là parce que Lon Chaney décède en 1930. Et du coup, la crise économique frappant durement les studios et notamment Universal, ils décident de faire un film avec un budget beaucoup plus contrôlé et d'engager Bela Lugosi, qui était l'acteur qui jouait Dracula donc au théâtre à Broadway, alors que le studio ne le voulait pas du tout dans le rôle. Et Lugosi a dû revoir son salaire à la baisse. C'est lui-même qui a demandé à ce que son scénario soit reconsidéré à la baisse parce qu'il voulait tellement le rôle et c'était impossible pour lui de ne pas le jouer. Il ne pouvait pas rater l'occasion. Et donc le film est sorti donc le jour de la Saint-Valentin de l'année 1931. Ça a été un très très gros succès. Et donc en parallèle, ils ont fait une version espagnole qui a été tournée dans les mêmes décors et qui est globalement supérieur techniquement à la version anglaise, à l'exception du fait que l'acteur qui joue Dracula, donc Carlos Villarias, il n'a pas forcément la sobriété de Lugosi. Il a tendance à un peu à surjouer et à à surexagérer tous ses effets, mais ça reste quand même un très bon film. Et donc Bela Lugosi pensait être une grande star d'Hollywood, lui pensait avoir des rôles romantiques et tout ça, et on lui propose la même année le rôle du monstre de Frankenstein, qui n'était pas encore à être réalisé par James Whale mais par un autre réalisateur qui s'appelle Robert Florey. Et Lugosi refuse le rôle parce que il voulait pas être enfoui sous des tonnes de maquillage, mais il avait raison de refuser le rôle parce qu'apparemment le maquillage qu'on lui proposait n'était pas du tout celui qu'on... c'était pas le même personnage. La créature était écrite de manière beaucoup plus brutale. C'était plus un tueur qui tuait les gens sans
sans avoir la moindre émotion. Et du coup, Lugosi n'a pas pris le rôle et James Whale a repris le projet. Il a engagé Boris Karloff pour le rôle de la créature. Il a réécrit tout le film, et ce qui fait que Frankenstein a été un carton encore plus conséquent que celui de Dracula. Ouais, et donc Todd Browning, ça reste le grand réalisateur de films muets à la base, et notamment aussi, pas que de films muets, mais aussi de Freaks, qui sera tourné plus tard. Dracula, ça reste son film le plus connu, je sais pas si c'est son meilleur. En fait, le film est assez intéressant à revoir maintenant, même si évidemment il y a plein de clichés, et évidemment le film est très très mignon, enfin très gentillé par rapport au... Il faut savoir que dans toute la série Dracula, par exemple, on n'a pas les morsures. On n'a pas, on voit pas il y a pas de dents pointues. Et à chaque fois, il parle des 2 traces sur le cou, mais on voit même pas le cou, parce que je suppose que le cou d'une femme à l'époque, c'était pas forcément admis. En tout cas, on le voit plus tard, on le voit dans les films d'après. On le voit dans un des films d'après. C'est un film qui est très théâtral elliptique. En fait. Ouais, c'est très théâtral, c'est très elliptique dans la mesure où vu que le vampire implique on va dire des sous-entendus sexuels, tu peux pas trop les mettre en scène dans l'Amérique des années 30. C'est ça. Et effectivement, tu dis que c'est un film qui est très, très théâtral, et pour une raison toute simple, c'est que j'avais parlé tout à l'heure de coupe budgétaire. Ils avaient plus les moyens d'adapter le roman de Bram Stoker, on va dire en bonne et due forme. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adapté la pièce de théâtre qui était adaptée du bouquin. Donc c'est pour ça qu'on a un film qui est plutôt... passé le début, les 10 premières minutes dans le château, qui sont vraiment extraordinaires, un petit bijou atmosphérique. Dès qu'on arrive à Londres, on passe dans une espèce de... ce qu'on appelle une chamber piece, c'est-à-dire les récits qui se déroulent dans des salons, quoi. Ouais, exactement, avec des morts qui sont toujours un peu en hors-champ. Et moi, le truc que j'aime le plus, je pense pas que Bela Lugosi soit un très grand Dracula, même s'il y a des choses qui marchent bien et tout. Il aurait peut-être faudrait le voir avec d'autres films, mais finalement il a pas fait énormément de Dracula après. En tout cas, il a refusé pas mal les suites, justement, dont on va parler après. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même une ambiance qui est assez inquiétante, et que là on retrouve un peu Todd Browning, notamment avec le personnage du succube, tu sais, qui est le mec je sais pas si c'est Jonathan Hacker dans le film ou pas, mais c'est celui qui il transforme un peu pour être son serviteur. Oui, Renfield. Voilà, le fameux mangeur de mouches, etc. Qui lui est assez inquiétant et assez marquant, mine de rien. Et il y a des choses très réussies, notamment à son niveau, au moment où on le voit ramper auprès d'une femme évanouie, etc. Et c'est lui qui confirme, qui donne un peu de folie, un peu au... Il y avait déjà ce personnage un peu, je crois, dans Nosferatu, mais là, il est... Enfin, je l'ai trouvé assez marquant. Disons que le personnage de Renfield, dans le bouquin, il est vraiment cantonné dans sa chambre capitonnée, alors que là, ils en ont fait clairement le jeune clerc de notaire qui va en Transylvanie, qui doit négocier l'achat de la maison anglaise par Dracula, et c'est lui qui revient en Angleterre dans le bateau avec lui, qui devient fou. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'acteur qui joue ce rôle-là, donc Dwight Fry, est devenu ensuite limite spécialiste dans les rôles d'assistant un peu fou, un peu cinglé, puisqu'il joue également la même année le rôle du bossu Fritz dans le Frankenstein de James Whale. Ouais, et il est c'est assez marquant. C'est un film qui est très bon acteur, qui est très marqué par le côté muet. On va passer à la suite, justement, avec La fille de Dracula, donc qui est un film, qui est le film qui arrive juste après, qui n'est pas avec Bela Lugosi. En fait, on voit Bela Lugosi 2 secondes dans le cercueil. En fait, le film est la suite directe du film d'avant. Et donc on commence juste après la mort de Bela Lugosi, de Dracula par Van Helsing. Et en fait, on voit le corps de Bela Lugosi, mais 2 secondes, et apparemment ça serait une prothèse, parce que lui ne voulait pas apparaître dedans, et il aurait accepté qu'on lui fasse une prothèse. Enfin, il ressemble vite fait, quoi. Et un mannequin. Ouais, voilà. Et du coup, on va suivre juste après, donc, la fille de Dracula qui arrive en Angleterre, et on suit donc l'histoire de la fille de Dracula. Donc c'est un film centré sur le personnage féminin, et c'est du coup un des premiers films de vampires, j'allais dire de vampires lesbiens, non, mais de vampires... Une femme vampire. De femme vampire, avec quand même un côté assez sensuel, vachement plus développé peut-être que dans le premier. Il y a notamment, parce que c'est vachement mis plus en avant sur l'hypnose, en fait. Ce qui est intéressant avec ces films-là, c'est que on va dire le talent hypnotique de Dracula est vachement plus mis en avant que dans toutes les autres
dans beaucoup des autres films qu'il y aura. Et là, on joue beaucoup sur la manipulation. Comme de toute façon, c'est des films où on peut pas montrer grand-chose. On passe beaucoup de temps à montrer. Même elle, la fille Dracula, elle est sous l'emprise de son père encore. Et elle aimerait bien se libérer. Donc du coup, elle va faire appel à un psychiatre qui va lui proposer d'ailleurs l'hypnose. Et donc tout tourne un peu autour de l'hypnose. Et il y a Jean-Baptiste Toré parce qu'il fait les bonus. Parce que là, donc c'est à partir de la fille Dracula, tous les films sont sortis chez Elephant Film dans des coffrets séparés. Et donc du coup, lui il parle notamment de... Il dit ça ressemble un peu à un film pré-Tourneur, pré-Jacques Tourneur. Tu parles de Jean-Pierre Donnet. Oui, Jean-Pierre Donnet, pardon. Oui, j'ai dit oui, Jean-Pierre Donnet, excuse-moi. Et oui, et il a pas tort, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez sur l'invisible un peu dans ce film-là. C'est assez, même si c'est un film qui est très daté, je le trouvais assez intéressant là-dessus, notamment sur toute la partie hypnose, etc. Non, je trouvais ça... c'est un film assez intéressant pour une suite de l'époque, quoi. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'à la base... c'est James Whale qui devait réaliser ce film, donc le réalisateur de Frankenstein. Il avait pour ambition de faire un très très gros film qui se passait en partie dans les années 30 avec la fille de Dracula, et il devait y avoir des grosses scènes de flashback au Moyen-Âge avec Bela Lugosi dans le rôle de Dracula. Et en fait, ce qui s'est passé, Lugosi a toujours voulu faire ce film, hein, contrairement à ce qui est dit. Hein. Lugosi a toujours voulu faire ce film. Sauf que, encore une fois, c'est un projet qui a muté. C'est un projet où ils ont dû revoir le budget à la baisse parce que c'était en 1936. Universal allait très mal. Et en fait, la science de Frankenstein, c'était, on va dire, un petit peu le point culminant de leur cycle horrifique, de leur premier cycle d'horreur. Et ce qui s'est passé, c'est que le studio ne pouvait plus faire des films aussi importants que La fiancée de Frankenstein, surtout que c'est James Whale à l'époque qui avait quand même raflé l'un des plus gros budgets du studio avec Showboat. Et donc, au début, ça devait être un film avec Boris Karloff et Bela Lugosi. Puis ensuite, ça devait être un film que avec Bela Lugosi. Et puis finalement, ils se sont dit, on va faire un film de Dracula sans Dracula. D'où effectivement ce puppet, cette réplique en cire de Dracula qu'on voit au début. Et surtout, curieusement, il décide d'articuler tout le récit autour de Van Helsing qui est arrêté par les policiers de Scotland Yard. Et les autres personnages qu'on voyait dans le premier film ne sont plus là, ce qui est un peu bizarre. Oui. Et de toute façon, à l'époque, les gens n'étaient pas censés revoir les films. Il n'y avait pas de télé, on ne ressortait pas encore les films, ça se fera bien après. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a un film c'est un film qui est assez intéressant parce qu'on va un petit peu construire l'image de la femme vampire supérieure, pas du tout la femme vampire soumise comme on pouvait le voir dans le film de 31. Donc là, c'est pas du tout c'est pas quelqu'un qui bosse pour Dracula, c'est sa fille, donc elle a un statut aristocrate qui est vraiment qui se voit dès sa première apparition. On voit bien qu'elle a une espèce de froideur et en même temps une forme de grâce qui va très bien. L'actrice qui joue le rôle, Gloria Holden, elle est juste excellente. Et elle a des costumes aussi qui sont là pour refléter cette espèce de classe sociale. Elle porte des robes absolument magnifiques. Je trouve qu'elle a des costumes superbes. Sa garde-robe est magnifique. Et c'est vrai qu'effectivement, toute la thématique de l'emprise du mal sur cette personne-là, alliée à des thématiques comme l'hypnotisme, comme tu disais, ça donne des scènes extrêmement intéressantes. Il y a une scène que moi j'adore, c'est quand le docteur Garth, là, le psychiatre, interroge une des jeunes victimes de la comtesse dans le film, et on voit les raies de lumière qui passent sur le visage de la jeune fille. Ça donne des choses très très belles, je trouve. Et pour info, le réalisateur de ce film, Lambert Hillier, c'était déjà un vétéran à l'époque, hein. Il faisait des films depuis l'ère du muet, depuis la fin des années 10, début des années 20. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a réalisé la même année un autre film avec Bela Lugosi et Boris Karloff qui s'appelle Le Rayon Invisible, film de science-fiction. Et en 1943, c'est lui qui va réaliser le serial Batman, donc la toute première adaptation de Batman au cinéma. Ouais, et c'est clair qu'il y a une ambiance un peu film noir, justement. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui va être redéveloppée, justement, encore plus dans celui d'après. Oui. Et donc, c'est pour ça que, du coup, on va passer à celui-là, le fils de Dracula. Que j'adore. Et qui est, moi aussi, qui est, je trouve, une des meilleures, qui est vraiment étonnant et vraiment marquant parce que on s'attend pas au troisième film de la Universal à
à avoir un film aussi intéressant, même si on peut avoir des indices, puisque donc Le Fils de Dracula, c'est un film réalisé par Robert Sodmak. Robert Sodmak, qui va ensuite devenir, parce que là il est plutôt dans les premiers films, qui va devenir un réalisateur réputé et cultissime du cinéma noir, donc du film noir, avec notamment l'adaptation des Tueurs. Tout à fait. Et du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, on passe à un film. Donc là, c'est Lon Chaney Jr., donc le fils de Lon Chaney, qui va incarner un Dracula qui arrive. En fait, ça se passe bien plus tard aux États-Unis, dans des plantations, dans une grande maison de plantation. Ça se passe en Louisiane. Voilà, en Louisiane. Et donc, on arrive à un truc d'époque, mais là, on arrive au XXe siècle, en gros. Donc, on quitte l'ère victorienne pour le. C'est contemporain. Voilà. C'est contemporain. Oui, c'est contemporain de l'époque, ouais. Et en fait, Sodmak est très intelligent puisqu'il décide de faire un film noir avec Dracula. Et Exactement. la première partie du film pourrait être quasiment sans vampire. Et on pourrait remplacer le Dracula par un personnage juste de baron ou de comte qui veut s'approprier un domaine. Parce que c'est une fin de race, comme on dit, chez un noble qui n'a plus de terre, voilà, qui n'a plus de descendants, et qui décide de récupérer, d'aller chercher les nouveaux bourgeois, les nouveaux propriétaires américains. Et qui du coup va tromper tout le monde, tuer le père qui détient la possession et séduire la fille. Alors il se trouve que c'est un vampire, mais franchement on voit pas des masses, ça sert pas, il n'y a pas grand chose, sauf que évidemment il va y avoir des petits moments. Il y a un moment donné où il y a Dracula qui sort de son cercueil, une espèce d'énorme valise qui est en fait du coup dans des marécages. Donc là c'est assez violent, c'est assez beau, et effectivement l'esthétique est beaucoup plus emprunt au film noir que au film expressionniste, etc., que au film d'horreur, et c'est assez marquant puisque le mélange fonctionne très très bien, jusqu'au d'ailleurs côté assez dark de l'histoire, puisque du coup après on va avoir une femme qui va être séduite et qui va se transformer elle-même en vampire. Donc on a toute une intrigue policière qui est vraiment une intrigue de film noir, et après, personnage-là est un personnage féminin un peu plus fort que les personnages féminins qu'on a eu dans les films d'avant, et notamment parce qu'on est dans le film noir, et dans le film noir, les personnages féminins sont toujours plus ambigus. Femme fatale. Voilà, c'est les femmes fatales. Et elle, du coup, on va comprendre qu'en fait, elle a aussi un plan pour détruire Dracula, etc. Et du coup, on va centrer sur un personnage typique du film noir qui est un peu pris dans l'imbroglio, quoi. Et le film se termine de manière assez tragique. Et c'est assez marrant parce que j'ai un peu regardé les critiques de l'époque, parce que j'étais très, très étonné par le film. Et le film n'est pas du tout apprécié à sa juste valeur, je trouve. Parce qu'il est un peu pris comme le troisième film. Donc voilà. Alors qu'en fait, c'est vraiment un super film noir et très intéressant. Une fois qu'on a passé le côté cap et transformation en chauve-souris. Et puis c'est très très beau. Hein. C'est vraiment le jeu sur les noirs, sur l'ambiance et sur le découpage des ombres, etc. est magnifique et ressemble vraiment à ce qu'on va avoir dans les films noirs après de Sodmak. Donc c'est une super bonne surprise, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, il faut savoir que Robert Sodmak avait fui l'Allemagne nazie, et qu'en fait son jeune frère Kurt Sodmak était déjà scénariste pour la Universal depuis la toute fin des années 30, début des années 40. C'est lui qui écrivait tous ces films-là, tous les films fantastiques, films d'horreur de la Universal. C'est lui qui a notamment créé le personnage du Wolfman, donc Kurt Sodmak. Et il a dit à son frère, écoute, viens Universal. Et du coup, c'est le premier film que Sodmak a fait en arrivant aux États-Unis. Donc du coup, il fallait bosser. Donc il a choisi de faire un film qui s'ancrait dans le genre horrifique comme il en produisait à l'époque. On va dire que moi, le seul défaut entre guillemets du film, pour moi, ce serait peut-être le Lon Chaney Jr. qui est un petit peu bourru, un petit peu trop massif dans le rôle de Dracula, même si on sent que il fait des efforts lui pour incarner son personnage. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi dans la mesure où pour moi c'est un de mes films préférés des Universal Monsters, de toute la production qu'ils ont fait, parce qu'effectivement, on reste quand même dans un film un petit peu bavard, comme tous les Dracula, mais le mec s'extirpe justement en créant ces ambiances de films noirs, notamment avec l'aide du chef-op Charles Robinson, qui était un des meilleurs chefs-op d'Universal de l'époque. Et tu as des séquences, outre l'aspect film noir, tu as des séquences d'effets spéciaux qui sont
tout proprement hallucinante. Oui, c'est la première fois qu'il y a la chauve-souris qui se transforme en humain, enfin en Dracula, quoi. Et inversement, et on sent que John P. Fulton, qui avait créé les effets spéciaux des films d'Universal, notamment de L'Homme Invisible, il a essayé de créer de nouvelles techniques pour ce film-là, et c'est vraiment, vraiment bluffant, parce que les transitions sont vraiment hallucinantes. Tu passes de la chauve-souris au vampire comme ça, avec un petit effet d'animation très rapide et très léger, c'est juste splendide. Il y a cette séquence que je trouve hallucinante dans le film on t'a parlé tout à l'heure, c'est la séquence où on voit le cercueil sortir des marais, d'un coup on voit une volute de fumée qui se matérialise en Dracula, Dracula glisse sur les eaux boueuses du marais pour aller rejoindre la fille qui l'attend sur le ponton. C'est assez dingue. Moi, c'est un film que je trouve assez dingue. Moi, je l'ai vu, je devais avoir 14-15 ans, et il m'avait vraiment, vraiment marqué par la qualité de ses effets, par justement toute cette intrigue de film noir, puisqu'à un moment donné, il y a le fiancé de la fille de Catherine qui est emprisonné parce qu'on pense que c'est lui le coupable et tout ça. Donc du coup, il y a plein de scènes dans la prison où il échange justement des moments avec sa fiancée, sa belle-sœur et tout ça. Et comme tu disais, il y a cet aspect, l'aspect fin de race, fin de lignée de Dracula, comme il le dit. Je suis parti de Hongrie parce que le sang et le sol sont en train de mourir et il me fallait une race jeune et vigoureuse. Ouais, non, mais ça marche très très bien, et la fin est assez... Oui, très surprenante, très douce amère. Par rapport aux deux autres qui sont quand même des fins très classiques que tu peux avoir. Bien sûr. Là, on a quand même une fin, mais qui va justement dans l'ambiance du film noir, parce que quand tu vois même les films noirs de l'époque, se terminaient rarement bien. Oui, tout à fait. Donc du coup, ça, en passant par le film noir, et d'ailleurs, je me dis c'est étonnant, parce que quand tu vois la réussite de ce film, ils auraient pu largement... en faire d'autres dans cette ambiance. Il n'y a pas eu beaucoup de films vampiriques dans l'aspect film noir, justement. Ça se marie assez bien, en fait. Je dis merde, c'est... Parce que le gothique, il y a un peu Hitchcock qui a fait des films gothiques, justement. Avec tout à fait. Et ça fait penser à ça aussi, ouais. C'est vrai que ce film-là est unique parce que tu as Siodmak à la réal, et Siodmak était quand même déjà un réalisateur plus que supérieur, donc du coup il a amené des choses assez belles. Moi je pense notamment... Il y a un travelling à un moment donné quand le héros rentre dans le repère de Dracula à la toute fin du film, qui est une espèce de bouche d'égout dans lequel le cercueil est planqué. On a un travelling avant qui suit le mec qui est vraiment surprenant. Il y a même des petits effets où on voit toujours le jeune héros qui est pris de folie, et enfin il tire sur Dracula, et sa femme qui est derrière Dracula, elle se planque derrière Dracula. Et Dracula reste debout, et c'est elle qui tombe, c'est elle qui se prend les balles. Il y a plein de trucs comme ça, des séquences où on le voit dans la forêt, où il court alors que la chauve-souris derrière lui le poursuit, et d'un coup on a la lune qui se reflète sur un crucifix et qui empêche Dracula de venir attaquer le mec. Enfin, il y a vraiment énormément d'idées. Ouais, en fait il y a plein d'idées visuelles et de lumière, en fait, de chef-op. Et il y a un côté un peu méta aussi, puisque dans ce film-là, le bouquin de Bram Stoker existe. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on a un des personnages qui lit le bouquin, et on admet que Dracula est déjà une légende dans ce film-là. En plus, il y a tout un jeu sur le fait de retrouver le personnage, puisqu'il s'appelle le comte Alucard dans ce film-là. Ouais. Et ça va être repris d'ailleurs, ce genre de... Oui, qui sera repris de partout, que ça soit dans les films de la Hammer des années 70 ou même dans le jeu vidéo Castlevania, ça deviendra limite... oui, Alucard va devenir un personnage quasiment à part, en fait. Tout à fait. Non, moi, c'est un film que j'adore. J'aurais bien voulu que celui-ci sorte en Blu-ray, pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. La copie reste très belle, hein, même. Non, la copie La copie Elephant Film est juste splendide, et moi c'est celui-là que je recommande avant tout de voir en priorité. C'est un film superbe. Ouais, et donc du coup on va passer au dernier film de la série Dracula, même si celui-là on peut avoir débat si c'est dans la série Dracula, puisque c'est un des fameux crossovers de la Universal. Alors ça, vous allez en entendre parler, puisque les crossovers de la Universal, ça va être de retour normalement bientôt, avec les nouveaux films qu'ils veulent préparer. Mais justement, c'est intéressant de voir un peu ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc c'est un peu les premiers crossovers entre différentes franchises. Donc là, c'est House of Dracula. Il y avait déjà eu avant House of Frankenstein. Là, du coup, le principe de les histoires, on se fout un peu des liaisons entre les autres films. C'est pas non plus... on peut reprendre un Dracula qui est différent du autre Dracula, etc.
Là, du coup, tout va se centrer autour d'un savant, un nouveau savant, pas un savant fou, mais un mec qui essaye de faire plein d'expériences, etc. Le docteur Edelman. Voilà, et donc là, on va retrouver Wolfman, qui lui est incarné par Lon Chaney Jr., du coup, qui lui là, va pas jouer Dracula, mais va jouer Wolfman. Il y a plein d'allers-retours comme ça, il faut lâcher prise quand on arrive au crossover. Il y a le Dracula, qui est joué par Carradine. Comment c'est lequel Carradine? Oui, c'est John Carradine qui est le père de David Carradine. Du fameux Bill de Kill Bill, donc ouais, effectivement. Et ensuite, vous avez Son papa. Frankenstein, qui n'est pas joué par Boris Karloff. Donc, qui est joué par Glenn Strange. Voilà, et qui fait plus un caméo parce qu'il apparaît vraiment à la fin. Et donc voilà, tout se centre autour du savant fou, et c'est surtout autour de Wolfman, donc du loup-garou, et de Dracula, avec différentes expériences, et en fait tout va se mélanger. On a aussi une femme bossue, etc. Ouais, exactement. C'est très très fourni et très très riche pour un film qui dure 1h05, quoi. C'est ça. En fait, je vais le pitcher rapidement. En fait, c'est Dracula qui veut être guéri de sa condition vampirique, donc il va voir ce scientifique, le docteur Edelman, qui est un scientifique super réputé, et donc il lui demande de créer un remède pour le guérir de sa condition de vampire. Or, ce que fait Dracula, c'est qu'il injecte son sang dans les veines du scientifique, qui commence à développer une personnalité à la Jekyll et Hyde. Et en même temps, il y a le loup-garou, donc Larry Talbot, donc The Wolfman, qui vient voir Edelman pour se faire guérir de sa condition de loup-garou. Et Edelman pense que la condition de lycanthrope est due à un problème de cerveau. Voilà. Et il trouve aussi le monstre de Frankenstein qui est pas loin dans une caverne. Ouais, c'est pas étonnant en fait. Tout se mélange. Oui. Alors en fait c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois une suite à House of Frankenstein, et c'est en même temps c'est moitié suite, moitié reboot, parce que ils tiennent des événements qui sont passés dans le film d'avant, et des fois ils en tiennent pas compte du tout, puisque Dracula et le loup-garou sont morts dans le film d'avant. T'en penses quoi toi, Romain? Bah, non, mais c'est un film qui est assez beau esthétiquement, qui pourrait être intéressant et tout. Je trouve qu'il est un peu court, et je trouve que c'est un peu le bordel. Effectivement, t'as des histoires de personnages. Ça arrive un peu au hasard, mais en même temps, quand tu vois Avengers maintenant ou Civil War, et où tu vois parfois les personnages qui sortent dans des camions alors qu'on les a pas vus depuis 1 heure, tu te dis tiens, finalement en fait quand ils trouvent Frankenstein dans la grotte, c'est pas si éloigné de ça, quoi. Et ça prouve aussi que les crossovers, c'est pas forcément les trucs les plus intelligents. Ce que j'aime bien, c'est le savant qui se transforme en vampire, parce qu'il y a toute une partie comme ça à un moment donné. Ouais, tout à fait. Et ça c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce qu'on a pour la première fois la transformation du mec en vampire. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup, et là c'est le mec, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, du coup c'est un peu le type, il devient vampire, mais c'est au fur et à mesure, et donc du coup il essaye de sauver une jeune fille avant de devenir un monstre en fait, et ça c'est tout ça est vraiment pas mal. Et il y a toute une scène d'ailleurs où il s'efface dans le reflet de son miroir, qui est plutôt joli. Donc tout ça c'est intelligent, mais effectivement on sent que on n'est plus dans les pour moi la série Dracula est vraiment une série intéressante, parce que chaque film a été a une espèce de changement, une volonté de faire quelque chose de différent, et c'est assez intéressant. Et celui-là, il est un peu dans les sirènes du crossover, mais pour un crossover ça reste sympa. 1h04, tu vois pas le film passer, de toute façon. C'est un peu court, c'est un peu short. Ouais, en fait, autant je trouve que en fait la Maison de Frankenstein, c'est un film supérieur, parce que on sent qu'ils établissent le concept du crossover avec une certaine qualité, surtout qu'il y a Boris Karloff dedans. Et celui-là, c'est vrai que c'est limite la redite, c'est vraiment un film quasiment identique au précédent, sauf que effectivement je trouve qu'il est sauvé par justement ce personnage de scientifique qui commence à effectuer une mutation tout au long du film, parce que c'est vrai qu'après le monstre de Frankenstein, on le voit 2 secondes à la fin, vite fait. Et en plus ils ont utilisé des stock shots du spectre de Frankenstein pour le montrer quand il met le feu à la maison et tout ça. Et en plus de ça, Dracula, la façon dont on l'expédie dans ce film-là, c'est un petit peu anticlimatique, je veux dire. Ouais, c'est un truc un peu de feignant, en fait. Il faut savoir que ce film-là a été réalisé par Earl C. Kenton, qui avait réalisé L'île du Docteur Moreau en 1933, donc qui est un bon réal.
et qui avait réalisé également Le Spectre de Frankenstein et La Maison de Frankenstein. Et c'est un mec qui est assez doué pour la composition des plans, parce qu'il y a des choses absolument superbes. On a ces plans dans le laboratoire, on voit ces ombres projetées sur des murs, les ombres des personnages ou les ombres des bocaux de laboratoire. Il y a des choses assez dingues. Et j'avoue que John Carradine, dans le rôle de Dracula, il fonctionne très très bien, quoi. Ouais, pour le peu de temps qu'il est là, il est pas mal. Ouais. C'est dommage, parce qu'il a jamais eu de film à lui tout seul dans le rôle. Oui, non, mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on comprend pas trop le fonctionnement de l'histoire. On a l'impression qu'ils ont un peu écrit ça rapidement, quoi. Enfin, oui. Ah oui, mais c'est clairement écrit à l'arrache parce que il y a des petits. Il y a des petits problèmes de raccord, il y a des problèmes de cohérence, et des fois les décors, tu te demandes où ça se passe parce que tu as un château qui est au bord d'une plage. Alors la plage, je sais pas où ils ont tourné ça, c'est censé être en Europe centrale. Il y a des stock shots aussi, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a des stock shots de la fiancée de Frankenstein à un moment donné. De tous, c'est ça. De tous les films. Oui, dans la séquence de Delirium, on voit des morceaux de la fiancée de Frankenstein où on voit Boris Karloff carrément dans le rôle du monstre. Voilà, et comme je te disais, tout le final où tu vois le monstre qui se lève et qui fout le feu à la baraque, c'est des plans de Lon Chaney Jr. dans le spectre de Frankenstein. Ce n'est pas Glenn Strange. D'ailleurs, le final du film est complètement raté. Hein. C'est expédié. Le monstre, il sort, il fout un coup de pied à un câble et c'est bon, la maison elle prend feu et bam, c'est la fin, quoi. Oui, c'est un film qui a été un peu shoot. Enfin, c'est dommage, hein, mais il est intéressant. Je pense que si tu veux voir vraiment toute la série en entier, il y a des trucs très intéressants là, dans celui-là, mais c'est plus un bonus qu'un film en soi. Voilà. C'est un peu la preuve que les crossovers sont rarement satisfaisants, en fait. À la limite, alors en plus c'est marrant parce que c'est celui-ci qui est sorti en Blu-ray, parce que la copie en Blu-ray est vraiment sublime. Et ouais, c'est un peu dommage parce qu'il y a toujours quelque chose qui thématiquement fait que ces films-là sont intéressants. Ici, il y a des ambiances, il y a des beaux matte painting du château, il y a des séquences au bord de la mer. Et à un moment donné, il y a une très belle scène où on voit l'assistant du docteur et la femme bossue discuter au bord de la mer sur un fond de pleine lune. Il y a des choses très belles. On a des plans d'un loup qui crie au bord d'une falaise. Enfin, il y a des choses assez dingues. Et moi, je trouve une séquence qui est énorme. C'est la séquence dans la prison où on a Talbot qui leur dit « Mais vous comprenez pas, je suis un loup-garou et tout ça ». Et les autres leur font non, vous n'êtes pas un loup-garou, vous avez un problème et tout ça. Et ils se transforment devant eux en loup-garou dans la tôle. Et je trouve ça assez génial. Ouais, ça c'est assez beau, ouais. Il y a des belles séquences. Il y a des séquences où la jeune femme joue au piano et Dracula lui dit oui, vous avez cette musique dans le sang et tout ça. Enfin, très 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 bien, très très chouette. Ben c'est le mélange en fait qui fonctionne pas forcément parce qu'on a un peu des bouts de chaque truc. C'est marrant parce qu'il parle de crossover, mais finalement Dracula ne rencontre pas vraiment le loup-garou et le loup-garou rencontre très très peu Frankenstein. Enfin, ça se goupille pas forcément très bien. On est loin des plans stock shot où on se dit vous allez avoir un plan, vous allez avoir les trois, quoi. Ils sont dedans, mais ils sont dans la maison, mais ils sont un peu dans des chambres différentes, quoi. C'est un peu bizarre. C'est ça. Et c'était encore plus segmenté dans le film d'avant, où tu avais carrément limite une sous-intrigue avec Dracula qui occupait les 20 premières minutes du film, comme une espèce de court-métrage, et d'ensuite ça basculait sur le monstre de Frankenstein et sur le loup-garou après. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, je le trouve... je le trouve vraiment en deçà du reste, et on voit bien qu'on arrive à une certaine fin. C'est un film de fin de cycle, ouais, clairement. Et c'est limite, il est presque comic book ce film, je trouve, par moment, dans la mesure où on est de plus en plus dans cette logique de serial et de réutilisation constante des monstres. Ou de Penny Dreadful, tu vois. Enfin, exactement. Penny Dreadful, on parle, c'est des fascicules anglais qui racontaient des histoires en mélangeant tous les personnages un peu d'horrifiques connus, etc. Les romans de gare. Voilà, et ils ont fait une série avec le même titre là, et qui est un peu et c'est un joyeux bordel, quoi. C'est vraiment Frankenstein dans une chambre et je sais pas quoi, et un autre monstre dans l'autre, et puis voilà. Enfin, c'est assez le foutoir en fait dans ce mais c'est vrai que je préfère par contre regarder ce type de film que le Van Helsing ou justement de Stephen Sommers, où t'as tous les monstres de la Universal, mais où t'as aucune ambiance, quoi, t'as aucune atmosphère. Oui, non, mais là on garde quand même l'ambiance Universal, etc. C'est pour ça que c'est un peu dommage, parce que moi quand j'ai vu le début, je me suis dit putain, ça va être ça me donnait envie, surtout quand je voyais le reste des Dracula qui est vraiment d'une haute qualité, mais bon, voilà, on sent qu'il bloque sur certaines choses. Puis bon, dès qu'on commence à utiliser des stock shots, c'est que
Bah, il y a plus de C'est sous, qu'on est, on est vers la fin, quoi, et qu'effectivement, il y a c'est plus ça, d'argent. c'est ça. Et bon, de C'est toute ça. façon, c'est bien, c'est intéressant parce que ça rebondira justement les films de la Universal avec la créature du lac noir dont on va parler dans la prochaine émission. Tout à fait. Et on voit qu'en fait, là, on arrive à la fin d'un cycle et que le cycle va un peu revenir des années plus tard avec une nouvelle créature à une autre époque, en fait. Exactement. Et c'est intéressant de faire la jonction, justement, là-dessus. Et comment le monstre va être réadapté et va totalement dire autre chose. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce on sera pratiquement plus dans le film gothique, quoi. C'est ça qui est étonnant. Non, on sera en pleine SF des années 50. C'est ça. Bon voilà, c'est tout pour cette fois-ci. C'est quoi du coup tu les recommandes tous Alors, pour vite fait, pour rappeler, donc le Dracula de 1931, vous pouvez le trouver donc en DVD, en Blu-ray chez Universal Pictures. Mais ce qui nous intéresse ici, donc, c'est les 3 films qui sont sortis chez Elephant Film. Donc la fille de Dracula que vous pouvez trouver donc en DVD, le fils de Dracula que vous pouvez trouver en DVD, et donc la maison de Dracula que vous pouvez trouver en DVD et en Blu-ray. Du coup, moi je conseille surtout, moi j'aime les 3 films, mais je conseille avant tout le fils de Dracula de 1943 et ensuite la fille de Dracula qui a été réalisée en 1936, mais avec quand même une grosse préférence pour le fils de Dracula. Vous avez à chaque fois sur les DVD, vous avez les bandes annonces des autres films, des films de la collection, et vous avez aussi donc à chaque fois une présentation de Jean-Pierre Dionnet qui est toujours très réussie, sauf sur la fille de Dracula où il se plante sur les noms et sur il y a certaines erreurs factuelles, et d'ailleurs c'est la seule présentation sur laquelle il dit des choses pas vraies, alors que sur les autres films, c'est vraiment des petites merveilles d'introduction et de présentation. Et les éditions en elles-mêmes sont splendides, les bonus sont très beaux, les copies DVD sont de base sublimes, et les copies Blu-ray justement pour la maison de Dracula sont assez géniales. Mais je vous recommande avant tout le fils de Dracula 1943. Ouais, moi c'est un peu pareil. C'est surtout si vous aimez même le film noir, etc. Vous allez voir, c'est très intéressant, quoi. Il y a vraiment un truc à faire. Enfin, il y a quelque chose de très marquant et ça plus le premier film qui reste immanquable malgré que il a peut-être un peu vieilli, etc. On reste sur des. Mais même la fille, de toute façon, la saga c'est peut-être une des sagas les plus intéressantes, quoi. Ouais, parce qu'il y a eu moins de films aussi, hein, alors que Frankenstein c'était un peu le Star Wars de l'époque, tu avais presque un film par an, quoi. C'était vraiment la saga que tout le monde voulait suivre, et puis il y avait un monstre, donc c'était plus attirant, mais Dracula, on sent qu'ils ont essayé à chaque fois de développer des idées différentes, essayer de faire un peu plus de subversion par rapport au thème et par rapport à ce qui était possible ou pas de montrer par rapport à la censure, donc on a des choses très intéressantes. Ouais, c'est ça. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu, et donc du coup, on va revenir. De toute façon, on va reparler de Frankenstein dans un Cinefuzz dans le mois de juin, et puis on va revenir sur la créature du lac noir de le prochain œil dans le rétro spécial Universal Monsters. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, et puis voilà, matez-vous des films, monstres ou pas monstres, voilà. À bientôt. Ciao. It's alive. It's alive. It's moving everywhere. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. You must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise. Say hello to Chico Gonzalez. He'll be working with you. Al, you've got to be kidding. I haven't got the time to break in any newcomers. Why don't you do this boy a favor? You better back up, pal. Your move, creep.